En 1715, au moment où meurt Louis XIV et où débute la Régence, on voit apparaître une nouvelle tendance artistique, le style rocaille, qu'on appelle également rococo. Après un siècle de classicisme, où l'architecture visait essentiellement la grandeur, la théâtralité et la mise en scène de la personne du roi, succède un art plus intime, principalement dédié aux espaces intérieurs, et laissant s'exprimer la sensibilité et la délicatesse ornementale. Cette esthétique liée au plaisir et à la légèreté reste pourtant controversée dans l'histoire de France. Car si elle atteint des sommets du point de vue décoratif, elle est également associée à une aristocratie oisive, à un luxe inutile et à un monde déconnecté du réel. Je vous parle aujourd'hui d'un style qui annonce la révolution de 1789, le rococo. Comme à bien d'autres époques de l'histoire, l'esthétique rococo, qui court entre 1715 et les années 1760, s'élabore en réaction à la période qui lui est immédiatement antérieure, à savoir le grand style classique du règne de Louis XIV. Comme nous l'avons montré dans une vidéo précédente, le classicisme français repose avant tout sur une démarche politique, mais aussi spirituelle. Quand partout en Europe se développe le mouvement baroque, avec ses lignes ondulantes et sa fantaisie, la France se démarque par un art non moins théâtral, mais passant par les ressorts de l'harmonie, de l'équilibre et de la symétrie. Il s'agit pour le roi Soleil de se démarquer de l'esthétique baroque, qui est élaborée par la Rome pontificale pour reconquérir les fidèles dans le cadre de la Contre-Réforme. Le classicisme, c'est l'affirmation esthétique de l'indépendance du roi de France par rapport au pape. Mais c'est aussi la revendication d'une grandeur française, qui repose sur la personne du roi. Louis XIV est un monarque religieux, qui a hautement conscience du caractère sacré de sa fonction. Et c'est là que réside toute la différence avec Louis XV et son époque. La question du rapport de la France à son roi est une grille de lecture efficace pour comprendre l'art du XVIIIe siècle. C'est la désacralisation progressive de la fonction royale qui oriente largement cette époque. La monarchie française est en effet un mode de fonctionnement politique que l'on ne peut comprendre qu'en lien avec la question du sacré. Revenons-y. Dans l'héritage médiéval, le roi est le représentant de Dieu sur terre. La pensée scolastique, qui s'inspire d'Aristote, présente le principe divin comme un centre, autour duquel tourne la création. L'homme est à l'image de Dieu, auquel il accède par son propre centre symbolique, son cœur. Comme la boussole désigne le nord, le cœur indique à l'homme la direction du divin, son propre nord. C'est en ce sens que l'homme est considéré comme fils de Dieu. Le rapport analogique homme-dieu s'applique également au roi et à son royaume. Le monarque incarne lui-même la centralité divine, autour de laquelle gravitent les terres sur lesquelles il règne. C'est notamment ce que représentent les places royales, qui apparaissent sous le règne d'Henri IV, et au centre desquelles on trouve toujours la statue équestre du monarque, entourée par la place symbolisant le royaume parcouru par la foule des sujets. Ce caractère sacré et surnaturel du monarque, Louis XIV y croit, et il y croit authentiquement. Toute son architecture l'exprime. Versailles, résidence du monarque et de sa cour, est pensée comme ce centre autour duquel gravite le royaume. C'est de là que partent toutes les décisions visant une politique de grandeur. L'étiquette y est omniprésente. Sous le règne de Louis XIV, le roi ne connaît aucune intimité. À la frontière du divin et de l'humain, sa vie est entièrement publique. Elle est mise en scène dans des espaces architecturaux théâtralisés. Ce caractère sacré de la personne royale, Louis XV, pour sa part, n'y croit plus vraiment. Pas plus du reste que ses contemporains. Et cela, c'est un élément majeur, qui détermine très largement le XVIIIe siècle. C'est une fracture très importante dans l'histoire de France, car on avait toujours cru jusqu'ici à la sacralité du monarque. Alors que s'est-il passé ? Eh bien, le projet de grandeur de Louis XIV, dont le classicisme est l'outil, s'achève sur une désillusion. Dès les années 1680, la France, qui jusqu'ici s'était imposée comme première puissance européenne, commence à subir des revers. La guerre de la Ligue d'Augsbourg et la guerre de succession d'Espagne s'éternisent et conduisent à un épuisement financier.
Les mauvaises récoltes et les famines se multiplient. Les impôts sont écrasants. Le roi devient lui-même plus rigide et plus austère. La cour est fatiguée moralement et lasse de cette extrême rigueur. En 1715, quand meurt Louis XIV, l'ambiance est triste, voire crépusculaire. C'est dans cette situation d'échec du grand projet royal de Louis XIV que Louis XV, son arrière-petit-fils âgé de 5 ans, monte sur le trône. Son règne commence par une période de régence, où l'on a besoin de s'amuser et d'oublier les soucis. C'est Philippe d'Orléans, neveu du roi Soleil, qui est aux affaires jusqu'à la majorité de Louis XV. L'ambiance change alors très rapidement, et c'est là que va naître le rococo. La grandeur du classicisme est abandonnée. Sa monumentalité et sa théâtralité, qui avaient généré des espaces d'expression extrêmes de l'étiquette, sont mis de côté. Et c'est plutôt la tendance inverse qui s'impose, avec un grand besoin de relâchement et d'intimité. Il faut dire que l'architecture est un outil de pouvoir au service des monarques, et que la régence est une phase où l'autorité du jeune roi ne s'exprime pas encore pleinement. C'est la raison pour laquelle la plupart des grands édifices d'État du XVIIIe siècle seront plutôt construits durant la deuxième partie du règne de Louis XV, celle qui appartient au néoclassicisme et qui fera l'objet d'une autre étude. La première partie du XVIIIe siècle n'est pas une période de grande construction, mais plutôt d'aménagement intérieur, d'édifices déjà existants ou en chantier, et principalement issus du classicisme, comme par exemple le château de Versailles, l'hôtel de Soubise ou bien l'hôtel de Rohan. À l'extérieur, les façades conservent donc l'esthétique classique, issue du projet de Louis XIV. On y retrouve la symétrie et l'équilibre, dans un esprit de fidélité à une tradition architecturale que l'on n'ose pas remettre en question par des remaniements. Mais c'est à l'intérieur des édifices que s'opèrent réellement des changements. Là où le classicisme cherchait les grands espaces permettant la mise en scène spectaculaire du pouvoir, le style rocaille valorise les pièces intimes, où l'on peut s'isoler loin de l'étiquette. C'est une période où les personnes fortunées se font bâtir ce que l'on appelle des folies, édifices de plaisance à la campagne, où l'on peut se retrouver en petit comité pour se reposer ou s'amuser loin du monde officiel. Le rococo en France se caractérise par son élégance légère, son esprit mondain lié au plaisir, au jeu et à la galanterie. Ailleurs en Europe, le XVIIIe siècle est généralement plus spectaculaire et exubérant, voire même parfois ultra décoratif dans les intérieurs comme dans les extérieurs. Cette exubérance qui caractérise l'Italie, l'Autriche ou encore les États allemands tient essentiellement à la continuité d'une tradition architecturale baroque que Louis XIV avait freinée. En France, le mot d'ordre reste celui de l'intimité et de la délicatesse. Dans cette dynamique, Louis XV fait construire le Petit Trianon, destiné à l'usage privé de la reine, à l'exclusion de la cour. Dans les intérieurs rococo, on retrouve des murs recouverts de boiseries richement sculptées, des panneaux moulurés comportant des motifs de coquilles, de feuilles et de rocailles. Là où le classicisme imposait un esprit de symétrie et de ligne droite pour se distinguer de l'influence baroque portée par la Rome pontificale, le rococo revendique la courbe et assume la symétrie. L'art, durant cette première moitié du XVIIIe siècle, reflète l'échec du projet politique du roi Soleil. On peut bien parler ici d'incohérence, voire de décadence, car d'un point de vue architectonique, les édifices aménagés durant la première moitié du règne de Louis XV sont souvent contradictoires. Classiques en façade, ils sont au contraire rococo dans leurs intérieurs. Ce qui est donné à voir au public ne correspond pas à ce qui se joue vraiment dans le bâtiment. L'architecture reflète ici les profonds dérèglements du royaume, qui déboucheront plus tard sur la Révolution. Les espaces privés, si caractéristiques du style rocaille, sont précisément ceux où apparaissent les salons mondains et les cafés, lieux de discussion et de débat, propres à la naissance d'idées nouvelles et subversives. C'est dans ces espaces que se développera la fameuse philosophie des Lumières, qui ôtera au roi son caractère divin. Le développement de la sphère privée et de l'espace intime a pour conséquence une perte de contrôle sur le monde intellectuel. Alors que toutes les idées étaient sous la lumière à la cour de Louis XIV, l'opposition se développe dans l'obscurité feutrée et cloisonnée du règne de Louis XV. La tradition médiévale, qui trouvait malgré tout encore un écho au XVIIIe siècle, croyait dans l'analogie entre le corps du roi et le royaume lui-même. Ici encore, Louis XV n'échappe pas au regard critique de ses contemporains. Timide, réservé, voire mélancolique, il incarne le doute par rapport à la fonction royale. Préférant l'intimité à la vie publique, son comportement contribue à l'effacement du personnage du roi, qui quitte la pleine visibilité et l'étiquette pour se replier dans ces espaces privés si caractéristiques de l'époque. Il y a bien ici fragmentation du royaume en la personne du monarque, qui met une barrière entre lui et la cour.
La mort terrible de Louis XV, qui succombe à la variole en 1774, est largement commentée. Le corps du roi, qu'on dit donc à l'image du royaume, est littéralement pourri par la maladie. Contrairement à Louis XIV, qui se met en scène jusque dans la mort, Louis XV meurt seul et presque caché. Cette mort jugée impure par la déréliction du corps au plus haut degré marque une étape supplémentaire dans la désacralisation de la personne royale. Louis XVI héritera ainsi d'un trône désenchanté, fragilisé symboliquement bien avant que ne se déchaîne l'orage révolutionnaire. Mais ça, c'est encore une autre histoire.